Mercredi 6 juillet 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française sur Viva. Merci également de choisir la chaîne Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce mercredi, la population malagasy ne pourra pas supporter l'application de la vérité de prix du carburant conformément au contexte mondial actuel selon le sociologue Paul Rabary. La demande des opposants sur l'application de cette vérité des prix n'a donc pour objectif que d'inciter la population à manifester et le but final est d'accéder au pouvoir selon toujours ces explications contenues dans ce reportage de Judicaël Nessa Sylvain et Andra Zanjaïbe. La hausse du prix du carburant est une crise à l'échelle mondiale, selon le sociologue Paul Rabary, également ancien candidat au présidentiel de 2018. La gestion du prix de carburant s'annonce donc difficile, cette hausse qui est due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont le monde entier en est victime actuellement. Pour le cas de Madagascar, le prix du carburant est largement inférieur au prix d'importation. Le litre du gasoil dans le golfe Persique est de 4041 arrières, soit le prix FOB, alors que le prix de vente est à 3400 arrières pour Madagascar. Ce prix FOB inclut les frais maritimes, le dédouanement, le stockage et la part des acteurs pétroliers. Certains politiciens, des opposants essentiellement, demandent actuellement l'application de la hausse qui est considérée comme un appel aux manifestations et à la déstabilisation dont l'objectif est d'accéder au pouvoir. Étant donné que nous dépendons encore de l'importation pétrolière, l'on devrait plutôt se concentrer sur la stabilisation de l'arrière pour faire face à cette hausse du baril à l'échelle mondiale, selon toujours ces explications. Les enseignants ont repris la correction des copies d'examen du BEPC à l'heure actuelle. Selon le chef de la circonscription scolaire de la ville d'Antananarive, ce jour, ces derniers peuvent également percevoir leurs vacations au niveau du ministère, conformément aux dispositions mises en place, lesquelles sont sous forme de bons de caisse pour éviter toute tentative de détournement. Fadjelsen Mireille Yves Janel. La correction des copies d'examen pour le BEPC qui est en cours actuellement se déroule comme prévu. Les enseignants correcteurs ont repris la correction et peuvent également récupérer leur banc de caisse au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mis à part le LMA, plusieurs centres d'examen sont également concernés. Le paiement des vacations est déjà inclus dans le budget étatique, même pour l'année 2018. Et le taux de réussite aux examens du baccalauréat à Madagascar en 2021 était de 55,58%, un taux relativement bas comparé au taux dans d'autres pays ou encore dans des établissements comme le lycée français. Pour compenser cela, il y aura des cours gratuits avec des professeurs expérimentés avec la collaboration de la commune urbaine d'Antananarive vendredi et samedi prochain. Rodrissel Malal sur les images de Yves Janel. L'histoire et la géographie posent encore aujourd'hui problème aux élèves en classe de terminale, selon un enseignant. Le manque de concentration et le manque de méthodologie d'apprentissage des leçons sont à l'origine de cette situation, a-t-il poursuivi. Un cours gratuit sera donc dispensé aux élèves en classe de terminale ce vendredi à la Champuknul-Dissouch et ce samedi au lycée Nansan. Cela grâce à la collaboration avec la commune urbaine d'Antananarive. Face à l'insécurité actuelle, il y aura également une coopération avec les éléments des forces de l'ordre pendant ces périodes. À noter que les épreuves du baccalauréat débuteront le 18 juillet. L'objectif de ces cours est d'augmenter le taux de réussite aux examens cette année. Les habitants de la commune d'Yarnarive dans le district d'Amboudjatchim ont donné leur accord pour la réalisation du projet Produire. Cette circonscription qui est la principale zone d'intervention de ce projet qui est un projet de développement urbain intégré et de résilience en réponse aux risques d'inondation dans la ville d'Antananarive. Le ministère de l'Aménagement du territoire et du service foncier avec la Banque mondiale verra particulièrement au dédommagement des familles impactées par le projet, selon leur déclaration hier durant leur descente à Yarnarive. Reportage. Les habitants d'Yarnarive impactés par le projet Produire seront bel et bien dédommagés, selon le ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier hier, un point réitéré par la représentante de la Banque mondiale à Madagascar.
Produire est un projet de développement urbain intégré et de résilience en réponse au risque d'inondation dans la ville d'Antananarive. Un projet d'aménagement des canaux d'évacuation d'eau, particulièrement le canal C3. Ces canaux vont être aménagés, curés et les déchets dégagés de ces canaux seront transportés à Yarnarive qui dispose de toutes les conditions requises pour cela, d'où la réalisation du projet dans cette commune. Mais certains habitants s'y sont opposés au départ. Le ministre, avec toutes les parties prenantes, ont discuté avec ces derniers, car sans leur accord, le projet ne pouvait commencer. Suite à de nombreux échanges entre les deux parties, les habitants d'Yarnarive ont finalement donné le feu vert pour le projet. Néanmoins, les familles impactées seront dédommagées, a assuré le ministre, mais également la Banque mondiale lors d'une visite avec le ministre. Cette dernière a affirmé l'importance de ce projet face au changement climatique. Je suis venue ici et c'est ma deuxième visite ici. Ça, c'est un projet qui est extrêmement important parce que, comme vous le savez, le changement climatique est une réalité dans le monde, encore plus dans Madagascar. On a connu les 5 cyclones. Donc on a vu ce que les effets des cyclones peuvent faire sur la vie, surtout des plus pauvres. Et ce programme, en soi, sa raison d'être, c'est de pouvoir aider près de 2 millions de personnes à Tana pour ne pas être inondées. C'est ça sa raison d'être. Et donc, ce qui m'a amené ici pour la deuxième fois, c'est parce que c'est les communautés de cette commune qui feront que ce programme se passe. Et donc, pour moi, ma première mot de remerciement, c'est la communauté de cette commune. Parce qu'ils sont prêts à faire un sacrifice pour qu'on puisse sauver les vies humaines à Tana. Donc ça, c'est ma première raison, c'est de venir encore une fois, être à l'écoute des communautés pour être sûr qu'on les écoute et qu'on fasse tout pour que ce projet soit un projet de développement également, non pas seulement pour Tana. Le ministre a d'ailleurs remercié la Banque mondiale pour sa collaboration dans le domaine de l'aménagement et du secteur foncier, non seulement pour le projet Produire, mais également pour le projet CASEF. Madame Marie-Chantal, ça fait presque 4 mois que nous avons commencé à travailler ensemble. Et je peux dire que nous sommes partis de très loin. Mais actuellement, nous avons quand même pu rattraper le temps perdu. Et avec vous, avec votre bonne volonté, nous pouvons démarrer ce projet Produire. Pas seulement le Produire, il y a aussi le CASEF qui a pu démarrer. Donc c'est un plaisir de travailler avec vous. On y va. Allez, allez faut Produire, allez faut CASEF, là c'est SIC. Par ailleurs, la commune sera également dotée de plusieurs infrastructures qui répondront aux besoins locaux et dans le cadre de développement local. Cette maison communautaire a été inaugurée hier par le ministre et par la représentante de la Banque mondiale. Le ministre a également affirmé qu'un bureau local foncier ou BIF sera mis en place à Yarnarive dès la semaine prochaine en réponse aux doléances de la population sur la difficulté des procédures foncières. 10 000 personnes ont visité le musée de la photographie à Andoual durant le premier semestre de cette année, un nombre très prometteur car 85% des visiteurs sont des jeunes, une occasion pour attirer les jeunes à se pencher sur l'histoire de Madagascar mais aussi étendre les activités du musée à travers des accords de coopération dont celui qui a été signé aujourd'hui pour une durée de 3 ans. Ça, Sylvain, Andoniana Martina, Judicaël Rangianiri était sur place. Des patrimoines, des photographies archivées et bien entretenues, mais aussi une éducation qui enseigne l'histoire de Madagascar pour les générations futures. C'est l'état d'esprit véhiculé par le musée de la photographie Malagasy. C'est une réussite car le nombre des visiteurs a augmenté de 15%, des visiteurs intéressés par l'éducation et qui ont envie de connaître l'histoire du pays. Les photographies ne restent pas seulement des patrimoines, mais véhiculent aussi la culture.
Cela se fera grâce à l'extension de ce lieu d'exposition situé à Anzouï. Selon les explications, le musée de la photographie veut aussi entrer dans l'ère de la digitalisation. Selon toujours les explications, rappelons que plus de 4000 photos entre 1860 et 1960 ont été numérisées et exposées ici. Les ligues régionales dans la discipline karaté ont convoqué une réunion extraordinaire, une occasion pour ces ligues d'écouter le rapport de la fédération, notamment le bilan financier et moral selon les explications des ligues au stade de Baria aujourd'hui. Lancé aussi selon une source que la réunion pourrait aboutir à la suspension du comité exécutif de la fédération suite aux divers non-respect de la loi dans la gestion de la fédération. Toujours un reportage de Sylvain et Judicaël Rangianerine. Les 12 ligues régionales de la discipline karaté-do sur les 15 existantes à Madagascar ont décidé de convoquer une réunion extraordinaire pour demain. Elles vont se concerter sur l'avenir de cette discipline sportive. Ces ligues exigent le bilan financier et moral du bureau du comité exécutif de la fédération de karaté durant cette réunion. Cette réunion extraordinaire est légitime selon les explications, car des cas de non-respect de la loi sont constatés. De plus, la demande de tenue de cette réunion a été faite dans le total respect des procédures, souligne un représentant de la Ligue. Cette réunion a déjà reçu l'aval du ministère des Sports et le comité exécutif en a déjà reçu l'invitation, selon toujours les informations. Et concernant les actualités internationales d'aujourd'hui, les forces russes continuaient de progresser hier dans le Donbass où les habitants de Sloviansk, prochaine cible de Moscou, sont appelés à évacuer face aux intenses bombardements. L'offensive s'accélère et des frappes ont aussi eu lieu dans l'ouest du pays, d'après ce reportage de France 24. Ces habitants de Bakhmout ont bien du mal à en croire leurs yeux. Leur immeuble vient d'être bombardé par l'armée russe. Des morceaux de l'édifice sont d'ailleurs visibles au sol, un peu partout. Un bâtiment de plusieurs étages a été détruit, ainsi que plusieurs maisons. Les policiers vont enquêter sur ce crime. Avec les sauveteurs, ils ont sorti plusieurs personnes des décombres d'une maison qui a été touchée de plein fouet. Un choc, car certains vivent ici depuis des décennies. On compte plusieurs blessés, tous ont été pris en charge par des services d'urgence toujours opérationnels, et ce malgré l'âpreté de la guerre. Frappe russe aussi sur une autre ville de la région de Donetsk, à Sloviansk, visée par des bombardements massifs selon le maire. Ce grand marché a pris feu, obligeant les pompiers à intervenir. Pour les Ukrainiens, l'heure n'est pas à l'optimisme. Après la prise de la province de Louhansk ce week-end, le Kremlin a désormais jeté son dévolu sur celle voisine de Donetsk. Kiev le dit d'ailleurs publiquement, il va lui falloir tenir sa ligne de défense entre Bakhmout et Sloviansk si elle ne veut pas que les Russes contrôlent un jour tout le Donbass. Mais avec une artillerie capable de tirer des dizaines de milliers d'obus chaque jour, l'envahisseur russe a une force de frappe bien supérieure à celle de son adversaire ukrainien. Et si le gouvernement multiplie les recommandations sans pour autant aller jusqu'à prononcer une obligation, le maire de Nice a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun de la ville et de la métropole, a-t-il annoncé hier alors que la France a renoué mardi avec les 200 000 contaminations quotidiennes. Toujours un reportage de France 24. Le masque sera de nouveau obligatoire dans tous les transports en commun à partir de lundi prochain. Un arrêté municipal loin de faire l'unanimité. Il fait chaud, on est tous agglutinés, c'est mieux. Hein. Je ne le mettrai pas. Et je pense que beaucoup de gens ne le mettraient pas non plus. Depuis le début, j'ai toujours mon masque avec moi. Se protéger pour faire face à la hausse des contaminations. Plus de 200 000 nouveaux cas de Covid pour la seule journée d'hier. Le nouveau ministre de la Santé recommande le port du masque dans tous les lieux fréquentés. Il faut le mettre, ce masque. Je le répète, c'est un geste citoyen. Il faut le mettre pour freiner cette diffusion. Dans les hôpitaux comme ici à Lyon, on se prépare à faire face à un éventuel afflux de patients. Le niveau des admissions en soins critiques est de nouveau en hausse.
97 nouvelles admissions en moyenne chaque jour, c'est 30% de plus que la semaine dernière. Une situation qui pourrait devenir tendue. Un tiers du personnel soignant manque et des lits de réanimation ont dû fermer, ce qui inquiète ce chef de service. S'il y avait un afflux de patients liés à la Covid-19, on ne serait pas en mesure de le prendre. Et si on avait en cumulé un afflux de patients dû à la Covid-19 et une nouvelle vague de chaleur, eh bien là encore, on serait dans une situation à l'hôpital particulièrement complexe. Il est conseillé aux plus fragiles et aux plus de 60 ans de recevoir une 4e dose de vaccin et de retrouver pour tous les bons réflexes pour se protéger. Un hiver trop sec et un printemps trop chaud en Europe, l'Espagne, le Portugal et la Grèce luttent contre les incendies en cette période estivale alors que l'Italie a déclaré l'état d'urgence dans 5 régions du Nord. Reportage dans ce détail. Rotation des Canadair et des hélicoptères qui essaient de venir à bout des flammes aux alentours de Porto Germano, à l'ouest d'Athènes. Les combattants du feu vont directement chercher dans la mer l'eau dont ils ont tant besoin. C'est la saison des incendies en Grèce. Pour la seule journée de lundi, 53 départs de feu ont été comptabilisés, attisés par les vents forts et les fortes chaleurs. Dans la région d'Amphissa, l'une des plus importantes oliveraies du centre du pays était en proie aux flammes lundi. 300 hectares de terres agricoles ont été brûlés. Des incendies en Espagne également, dans la région de Valence. 500 pompiers mobilisés hier encore pour essayer de maîtriser un feu qui s'est déclenché dimanche. La sécheresse est là aussi une des causes. D'après un rapport d'experts, l'Espagne souffre d'une aridité sans précédent depuis plus d'un millénaire. Dans l'après-midi, une pluie venait calmer les flammes. 1300 hectares sont partis en fumée. En Italie, le fleuve Po, presque à sec, son lit transformé en plage de sable. La conséquence d'une sécheresse historique que les plaines agricoles alentour subissent de plein fouet, à l'image de cette rizière en Lombardie. Cette rizière n'a plus été irriguée depuis 2 semaines maintenant. Et 90% de la plantation est déjà complètement sèche. 30% de la production agricole est menacée par la sécheresse en Italie. L'état d'urgence a été décrété dans 5 régions du nord du pays. Et c'est également avec cette actualité en Europe que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.